Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce mini Tâche Mâche Blanc 100% inédit. Je suis Arnaud Sévigné et en partenariat avec TBS Éducation, nous avons créé ce mini Tâche Mâche pour vous entraîner en conditions réelles. La première chose à effectuer déjà, c'est de télécharger votre sujet. Le lien de téléchargement est disponible en description de la vidéo. Donc téléchargez bien le sujet et ensuite vous revenez sur cette vidéo. Et je vais vous expliquer comment ça va se dérouler. Donc vous mettez pause dans la vidéo. Vous téléchargez le sujet, vous prenez une petite feuille de brouillon et ensuite on va pouvoir s'entraîner en conditions réelles. On va avoir 6 sous-tests, comme vous le savez, 3 questions à chaque fois, donc 6 x 3, 18 questions, 4 minutes par sous-test, donc 3 questions, 4 minutes par sous-test, comme le jour J. Donc 6 x 4, 24 minutes au total. Et lorsque vous êtes prêt, on va pouvoir démarrer en conditions réelles. Petite nouveauté par rapport au chronomètre. Donc là, c'est 3 questions, 4 minutes. Quand je vais vous lancer en vous disant go, vous commencez à partir et j'afficherai le chronomètre qu'à partir des 2 dernières minutes. Comme ça, vous n'avez pas les yeux rivés sur le chronomètre et vous pouvez vous exercer à votre rythme. L'objectif, c'est que vous preniez bien le rythme du jour J, votre rythme de croisière. Et à l'approche des 2 dernières minutes, là, je déclencherai le chrono. Allez, on va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez, c'est parti. Compréhension de texte, 4 minutes. À tout de suite.
Allez, c'est terminé pour le sous-test compréhension de texte. À présent, c'est parti. 4 minutes pour les 3 questions de calcul. Top chrono, 4 minutes pour les 3 questions de calcul. Et le chronomètre s'affiche que pour les 2 dernières minutes en sprint. C'est parti. Allez, vous venez de terminer calcul. On passe au sous-test suivant, raisonnement et argumentation. C'est parti. 4 minutes pour les 3 questions. Concentrez-vous bien. Top chrono, 4 minutes.
Allez, le sous-test raisonnement argumentation est terminé. À présent, vous passez au sous-test suivant, conditions minimales. Concentrez-vous bien. C'est parti, 4 minutes. Allez, à présent, le sous-test condition minimale est terminé. On passe au sous-test suivant, en l'occurrence expression. C'est parti, 4 minutes.
Allez, à présent, on passe au dernier sous-test, en l'occurrence le sous-test de logique. C'est parti, 4 minutes, et ensuite on passe à la correction.
Allez, on passe à la correction. Vous reprenez votre question 1 et on passe à la correction, en l'occurrence en compréhension de texte. Alors, question 1, 2 et 3. En l'occurrence, les bonnes réponses étaient D, A, C. Donc, question 1, D, question 2, A, question 3, C. Alors, on avait quoi pour la question 1? On vous demandait quelle proposition conviendrait le mieux à la place de question 1. Donc, question 1, dans le texte, en l'occurrence, c'était un titre. Ici, procédez toujours par élimination. La réponse A, les sources de la croissance, beaucoup trop court, beaucoup trop général. La B, la libéralisation de la France sous Colbert. En l'occurrence, certes, c'est un élément du texte, mais ce n'est pas la totalité du texte, ou en tout cas, ce n'est pas l'idée générale du texte, donc on supprime. La C, la croissance française de l'Ancien Régime à nos jours. Pareil, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. On nous parle des différents modèles de politique économique, mais pas de croissance en tant que telle. Donc là, assez rapidement, on penche vers la D. Le protectionnisme économique n'empêche pas nécessairement la croissance. Parce qu'en effet, on vous dit que c'est ce qu'on appelle le protectionnisme, soit mercantiliste, soit protecteur, qui permet justement soit d'amener des matières premières du fait du commerce avec l'étranger, ça c'est le protectionnisme mercantiliste, c'est-à-dire on exporte énormément mais on importe peu. Ou alors il y a le protectionnisme aussi éducateur, ça s'appelle, pour faire naître les industries naissantes. En gros, on empêche les entreprises internationales étrangères d'arriver sur le territoire afin de faire en sorte que l'industrie naissante puisse bien se développer. Bref, c'est deux types de protectionnisme. Et en l'occurrence, la bonne réponse était donc la D. Allez, question 2. Elle était un peu plus difficile celle-là. Selon l'auteur. Donc n'oubliez pas, selon l'auteur, c'est selon ce qu'il y a écrit dans le texte. Procédons par élimination. On supprime les réponses qui sont quasiment fausses à coup sûr. Alors, libéralisation et libre-échange ne vont pas nécessairement de pair. Alors déjà, il faut bien distinguer les deux mots. Donc certes, c'est la bonne réponse, mais le jour J, on se contente comme si on n'était pas au courant de ça. La libéralisation, c'est le fait de supprimer un certain nombre de barrières à l'échelle d'un territoire pour favoriser le développement économique. Ça, c'est la libéralisation. Peut-être des barrières administratives, des barrières judiciaires, des barrières fiscales, etc., etc. Le libre-échange, c'est le fait justement de supprimer les barrières avec l'étranger pour augmenter les échanges vers l'international. Donc c'est pas forcément la même chose. Enfin même c'est pas la même chose. La libéralisation c'est sur un territoire donné, c'est le fait de libéraliser un marché donné d'un point de vue économique. Le libre-échange c'est pouvoir commercer avec tout simplement l'international. Cette réponse-là, elle n'est pas fausse en tant que telle parce qu'on vous dit justement que Colbert, par exemple, a libéralisé la France en supprimant, par exemple, les différents droits de péage ou en les abaissant pour faire en sorte que entre différentes régions ou entre différentes villes, les échanges s'accroissent. Mais il a fait du protectionnisme mercantiliste. Donc mercantiliste, c'est le fait d'avoir, comme je vous ai dit, un protectionnisme à l'échelle des frontières pour faire en sorte qu'on exporte énormément, mais qu'il n'y ait pas beaucoup d'imports. Donc il a libéralisé le marché de la France sans pour autant embrasser le libre-échange. Donc on ne la supprime pas, mais on va la comparer avec les autres. Colbert est le premier à développer un marché intérieur. Ça, on n'en sait strictement rien. Le premier, alors déjà à l'échelle de la France, on est un peu plus précis. Là, on ne sait pas le premier, non. Ça se trouve, il y a d'autres économistes ou d'autres hommes d'État qui, au Royaume-Uni, ont développé, en l'occurrence, ce marché intérieur. Donc la B, c'est sûr, elle est fausse. La C. Au XVIIe siècle, les impôts étaient plus élevés en France que dans le reste de l'Europe, notamment en Espagne. Là, encore une fois, la réponse est non. On ne vous parle pas des impôts dans leur ensemble. On vous parle, de mémoire, des droits de péage pour passer d'un territoire à l'autre, où on vous dit justement que pour exporter un livre de mémoire de Lyon vers Madrid, le simple trajet de Lyon pour aller aux Pyrénées, ça coûte déjà beaucoup plus cher que le simple fait de traverser la frontière. Mais ça ne veut pas dire que les impôts sont plus élevés. Donc la C, on supprime, c'est faux. La D, la politique économique française a mis du temps à émerger. Trop général, trop flou, ça c'est faux. La E, la France a longtemps hésité quant à l'orientation qu'elle devait donner à sa politique économique. Ça pareil, c'est faux. Ou en tout cas, c'est pas écrit dans le texte. Donc par élimination, celle qui correspond le plus, c'est la A, où justement on a libéralisé le marché intérieur français sans pour autant embrasser le libre-échange. Question 3. La bonne réponse, c'était la C. Alors là, on cherche un présupposé. Donc faisons un petit rappel de quoi. Là, vous avez votre texte.
Donc là, vous avez votre texte. Ok, très bien. Si on vous demande une conclusion, donc vous pouvez le noter ça. Si on vous demande une conclusion, c'est quelle est la réponse que je pourrais greffer en fin de texte, dans le prolongement du texte. Ok, très bien. Si ensuite, on vous demande un résumé, c'est je prends le texte et j'en fais 2 lignes. Donc ça, c'est un résumé. Un sous-entendu, donc là, ce n'est pas encore le cas, un sous-entendu, c'est à partir de l'élément, d'un élément du texte, j'en tire tout simplement, une autre information en sous-entendu. Donc à partir d'un élément du texte, j'en fais une déduction, mais qui est hors du texte. Un présupposé, comme son nom l'indique, c'est une forme de sous-entendu. Ça présuppose, au préalable. Donc ça, un présupposé, c'est-à-dire, c'est une réponse que vous auriez dû avoir avant de lire le texte. C'est-à-dire, si je suis sur un PDF et que je scrolle vers le haut, là apparaît le présupposé. C'est une idée que l'on a au préalable en amont de la lecture d'un texte. En d'autres termes, si on me dit ça dans le texte, je présuppose qu'auparavant on m'a dit ça. Alors, je vous donne un exemple concret si vous voulez de la vie de tous les jours. Si jamais moi, avant de sortir de votre salle de classe, je vous dis « Attention, prenez vos parapluies », vous présupposez qu'auparavant j'ai vérifié le temps qu'il faisait dehors et qu'il pleuvait. Alors, le chemin de fer a été un grand vecteur de croissance. La réponse, c'est pas un présupposé, ça. On nous parle du développement des chemins de fer, c'est écrit dans le texte, donc c'est pas bon. Dès que c'est écrit noir sur blanc dans le texte, on en fait une déduction. Donc si à partir d'une info du texte, on en fait une déduction, c'est-à-dire cause-conséquence, ça ne peut pas être un présupposé, parce que présupposé, on remonte. On pourrait croire que la France a une politique linéaire au cours du temps. Alors ça non, parce que vous dit dans le texte qu'elle n'a pas été linéaire. Ok. Là C, on pourrait croire que le protectionnisme est incompatible avec la croissance. Alors ça, en l'occurrence, oui, ça c'est la bonne réponse, c'est un présupposé. Si on vous avait dit, on pourrait croire que le protectionnisme est incompatible avec la croissance, et ensuite, regardez le texte, on vous dit justement que des politiques protectionnistes ont été appliquées et qu'il y a eu de la croissance. Parce que ce n'est pas durant les phases de libre-échange que la France a connu le développement le plus rapide. Donc ça va justement en contradiction avec le présupposé. Donc ça, c'est parfait. Regardez, on pourrait croire que le protectionnisme est incompatible avec la croissance. Or, ce n'est pas durant les phases de libre-échange, donc là, je lis la première phrase du texte. Or, ce n'est pas durant les phases de libre-échange que la France a connu le développement le plus rapide. Donc là, c'est logique. On a une idée préconçue qui est le présupposé qui est, si on fait du protectionnisme, il n'y a pas de croissance économique. Or, quand on regarde les périodes de différentes politiques économiques de la France, première phrase, durant le libre-échange, durant les périodes de libre-échange, c'est pas là que la croissance de la France était la plus forte. Bien entendu, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte, hein, il n'y a pas que ces deux-là. Mais en l'occurrence, ça en fait un présupposé. La D, Colbert croyait beaucoup plus au rôle de l'industrie dans le... Enfin, croyait beaucoup, pardon, au rôle de l'industrie dans le développement. Ça, c'est écrit texto dans le texte, donc c'est explicite. Donc celle-là, elle était assez touchy, elle était vraiment pas si simple. Et la bonne réponse, en l'occurrence, eh bien, comme vous le voyez, c'était la C. Hop. Allez, on continue. Alors, on continue. Alors, je trouve juste plus mon sujet, mais c'est pas grave. Hop. Alors, je vais juste le chercher dans mon bureau d'à côté. Attendez-moi 10 secondes et j'arrive. Allez, on passe en calcul. Alors, prenez votre question de calcul. Alors, question de calcul, on avait quoi? On avait 4, 5, 6. Les bonnes réponses étaient B, E, A. Donc, c'était B, E et A. Hop. Alors, faisons la question 4. Question 4, la bonne réponse était un tiers. Regardez, hop, on vous dit qu'il s'agissait d'un hexagone régulier. Donc, un hexagone, c'est 6 côtés. Étant donné qu'il est régulier, ça signifie que tous les côtés ont la même longueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous devez absolument connaître la propriété géométrique. Ce sont que des triangles équilatéraux. À partir du moment, donc je vous le note, à partir du moment où vous avez un hexagone
régulier, vous avez 6 triangles. Donc, vous avez dans ce cas-là 6 triangles équilatéraux à connaître par cœur de chez Parker. Donc, je répète, un hexagone régulier est toujours composé de 6 triangles équilatéraux. Donc, dans la figure, on vous dit qu'il y a ça qui est colorié. Donc, on vous dit que ça est colorié. Comptez le nombre de triangles équilatéraux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 2 sur 6. 2 sur 6, on a bien affaire à 1 tiers. D'où la réponse B, la partie grisée, c'est 1 tiers du total. Allez, on passe à la question 5. La question 5, c'était une question un peu plus difficile, mais vous allez voir qu'elle est totalement faisable. Donc, n'oubliez pas que pour les figures géométriques, il faut découper, 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 découper et redécouper. Alors, question 5. Alors, on a quoi? On compose 2 urnes composées des boules numéro 1 à 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est ma première urne. 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est ma deuxième urne. OK. Et ensuite, on vous dit quoi? En tirant une boule de l'urne A, on a une chance sur 2 de tirer. OK. Donc, si on a une chance sur 2 de tirer le 6, ça signifie que c'est 50%. Et les autres se partagent 50%, c'est-à-dire 10% chacun. 10%, 10%, 10%, 10% et 10%. Donc ça, c'est la première chose que vous devez faire. Lorsqu'on vous dit que déjà votre dé, enfin en l'occurrence, ce n'est pas un dé. Lorsqu'on vous dit qu'il y a plus de chances d'avoir un chiffre versus un autre, mais c'est le même raisonnement avec les dés, vous devez absolument faire un tableau récapitulatif. Donc ça, c'est la première partie. Et ça, c'est la deuxième partie. OK. Concernant la deuxième, là, on vous dit qu'il n'y a aucun souci de mémoire. L'urne B, donc l'urne B, la deuxième, on a une chance sur 6. Une chance sur 6, bon, de tirer le 6. OK, donc là, je note 1 sur 6. Donc là, c'est 1 demi, 1 sur 10, 1 sur 10, 1 sur 10, 1 sur 10, 1 sur 10. 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6 et 1 sur 6. OK, très bien. Maintenant qu'on a fait ce tableau récapitulatif, on me demande quelle est la probabilité que la somme des deux faces soit égale à 2. Donc pour que la somme des deux faces soit égale à 2, la seule combinaison possible que j'ai, c'est 1 et 1. Donc c'est la probabilité d'avoir le chiffre 1 ici et le chiffre 1 ici. En d'autres termes, la probabilité c'est 1 dixième fois 1 sixième. Les probabilités se multiplient entre elles. 10% c'est 1 dixième fois 1 sixième. D'où la réponse E, 1 soixantième. Donc premièrement, je fais un tableau récapitulatif de mes 2 boules ou de mes 2 urnes ou de mes 2 dés. Comme ça, je note la probabilité de chaque face. Clac, 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 clac. Que ce soit des pourcentages ou des fractions. Et ensuite, je multiplie entre elles. 1 dixième fois 1 sixième, ce qui fait 1 soixantième. Ça, vous devez être à l'aise là-dessus. C'est une question de niveau moyen et totalement faisable. Question 6. Question 6, on va utiliser la fameuse astuce de la base 100. Donc, question 6, on va utiliser la fameuse astuce de la base 100. Une réserve d'eau augmente de moitié, puis diminue d'un tiers. Donc, j'ai une base 100. Augmente de moitié. Donc, elle augmente de moitié. Donc, je passe à 150. Et elle diminue d'un tiers. Donc, si je fais, donc là, elle augmente de moitié, plus 50%. Et là, elle diminue ensuite d'un tiers. Donc, moins 1 tiers. Donc, 1 tiers de 150. Donc, 1 tiers de 150, c'est combien? C'est moins 50. Donc, 150 moins 50, je reviens à ma valeur d'origine, 100. Quelle est sa variation totale? 0%. Réponse A.
Donc ça, honnêtement, là, compréhension de texte était de niveau normal. Calcul était de niveau moyen-moins. Honnêtement, ça allait. Allez, réseau argu était de niveau normal. Question 7. Question 7, vous pouvez le noter. La bonne réponse était la D. Question 8. La bonne réponse était la A. Question 9. La bonne réponse était la D. Alors, question 7. 5 personnes sont autour d'une table. Chacun dit mes deux voisins de gauche et de droite mentent. Ok. Donc, hop. Eh bien, on va commencer avec la première personne. Imaginons que la première personne, ce soit une personne qui dise la vérité. Je la place ici, peu importe où vous la placez. Donc, elle dit la vérité. Donc, à droite, elle a un menteur. À gauche, elle a un menteur. Donc, vérité. À droite, menteur. À gauche, menteur. Ok. Le menteur, lui, un menteur qui ment, du coup, il dit la vérité. Hein, n'oubliez pas. Un menteur multiplié par il dit qu'il ment, ça fait vérité. Donc, lui, tout ce qu'il dit, c'est la vérité, c'est l'inverse de ce qu'il dit. Donc, un menteur, hop. Donc, un menteur, hop, qui dit un tel ment, du coup, c'est vérité. Un menteur qui dit un tel ment, il a vérité. Ok. Un vérité menteur, hop, de ce côté-là, menteur. Ouais, c'est bon pour tout le monde? Donc, on commence, je répète, on commence par vérité. À droite, il y a menteur. À gauche, il y a menteur. Le menteur, lui, à droite, il a vérité. Menteur qui accuse de mentir, il a vérité. Ok. Et ensuite, ce menteur-là, en fait, ce menteur-là, effectivement, il a menti. Parce que simplement, on a affaire à un menteur qui est partiel. C'est-à-dire que là, on a des menteurs à 100%. Ouais. Là, on a affaire à des menteurs partiels. Hop, à 50% et 50%. C'est-à-dire que à partir du moment où ce que vous dites, c'est pas forcément totalement l'inverse. Si une partie de ce que vous avez dit, c'est faux, si vous mentez sur une partie de vos propos, vous êtes considéré comme un menteur. Donc lui, le menteur, là, il dit, ouais, à gauche et à droite, ça ment. Donc on devrait avoir vérité, vérité. Mais ça, c'est l'exact opposé. Donc, menteur qui dit à gauche et à droite, ça ment. Il suffit qu'il y en ait l'un des deux qui termine par un vérité pour qu'effectivement, il soit considéré comme menteur, mais à 50%. Voilà, c'est la même chose. Un menteur qui dit je mens, hop, il a un vérité, c'est suffisant pour l'accuser de mentir. Et à droite et à sa gauche, du coup, menteur. Donc comprenez bien quelque chose, c'est que ici, ça nous met en avant le fait qu'il y a des menteurs partiels. Si j'avais commencé par menteur, regardez, si j'avais commencé par menteur, à droite, vérité, à gauche, vérité. Là, j'ai fait le choix d'un menteur, donc on va refaire en fait la même chose, simplement on tourne la table. Là, j'ai fait le choix d'un menteur à 100%. Là, j'ai fait le choix d'un menteur à 100%. 100%, hop, à droite, menteur fois menteur. Donc n'oubliez pas, un menteur qui énonce que quelqu'un ment, forcément il dit la vérité. Parce que c'est l'inverse de ce qu'il dit. Menteur fois menteur, vérité. Donc menteur fois menteur, vérité. Un menteur, donc ici c'est la nature de la personne qui accuse quelqu'un de mentir, vérité. Ok. Vérité. Vérité, il n'y a que des vérités totaux. Enfin, à 100%. À droite, menteur. À gauche, menteur. En fait, quand on commence par menteur, c'est facile. À gauche, menteur. À droite, menteur. Et voilà. Donc, dans tous les cas de figure, je me retrouve avec 3 menteurs et 2 vérités. Donc, je peux répondre à la question 7. Je réponds la D. Il y a 3 menteurs à cette table. Donc, commencez par ce scénario si vous voulez. Il est beaucoup plus facile à comprendre. Menteur. Un menteur qui accuse de mentir, hop, vérité. Un menteur qui accuse de mentir, hop, vérité. Donc j'ai vérité, vérité. Ensuite, vérité à gauche. Donc un vérité qui accuse de mentir, hop, il a bien un menteur. Un vérité qui accuse de mentir, hop, il a un menteur. Ok. Vérité, hop, qui accuse de mentir, il a un menteur. Vérité qui accuse de mentir, il a un menteur. Ok. Donc là, c'est bon. Donc je répète. Un vérité qui accuse quelqu'un de mentir, effectivement, ça donne un menteur.
Un menteur qui accuse quelqu'un de mentir, ça donne un vérité. Mais là, on a à gauche et à droite concernant l'accusation. Donc, j'ai des menteurs à 100%. Des menteurs à 100%, ça donne par exemple vérité et vérité. J'ai aussi des menteurs à 50%. Ça donne vérité, menteur. Il n'a menti que sur l'une de ces deux affirmations. C'est ce qui fait qu'on a toujours 3 menteurs. Menteur, hop, à 100%. Donc ça fait vérité, vérité. Le vérité, il a toujours menteur à droite, menteur à gauche. Vérité, menteur à gauche, menteur à droite. Donc déjà, j'ai 3 menteurs. Par contre, ces deux-là, c'est des menteurs partiels. Si j'avais commencé par, comme je vous le réexplique, par vérité, à gauche et à droite, j'ai menteur-menteur. Allez, on dit que c'est un menteur à 100%. À droite, vérité. À gauche, vérité. Donc vérité, à gauche, menteur. À droite, menteur. À gauche, menteur. À droite, menteur. Donc ces deux menteurs-là, en fait, c'est les deux mêmes qu'ici. Ce sont des menteurs partiels. Donc c'était une question plutôt de niveau difficile parce que ça nous a introduit cette notion de quand j'affirme deux choses, si je mens sur l'une des deux, je suis considéré comme un menteur. Donc mentir, ça ne veut pas dire exactement l'inverse. Mentir, ça veut simplement dire à partir du moment où tu mens sur l'une des deux affirmations ou les deux, tu es considéré comme menteur. Allez, question suivante, la question 8. Question 8, laquelle proposition ferait office de meilleur titre? La bonne réponse est la A, ça je pense que vous l'avez. En effet, on vous parle de l'arrêt de la version papier qui est étudiée en l'occurrence en interne pour savoir les conséquences que ça aurait d'un point de vue publicitaire, etc. En effet, celle-là, c'était la meilleure des réponses. Question 9. Celle-là, elle est un peu plus touchy, mais totalement faisable. La bonne réponse était la D. Ici, on avait quoi? Attendez, je suis juste un point d'autofocus. Ok, parfait. Lors d'un cours en amphithéâtre, le professeur, pour obtenir une bonne note, il faut travailler. C'est un lien, bien entendu, de logique formelle. Pour obtenir une bonne note, il faut travailler. C'est un lien de logique formelle. Donc, ça signifie quoi? Et les liens de logique formelle, donc nous, on l'a vu toujours comme ça. A, B, non B, non A. Donc, n'oubliez pas, c'est j'affirme dans un sens, je contredis dans l'autre. Hein, toujours comme ça. J'affirme dans un sens, je contredis dans l'autre. Ou en d'autres termes, cause-conséquence. Cause-conséquence. S'il n'y a pas la conséquence, c'est signe qu'à la base, il n'y a pas la cause. Donc, s'il n'y a pas la conséquence, c'est signe qu'à la base, il n'y a pas la cause. Donc, je répète, cause-conséquence. S'il n'y a pas la conséquence, c'est qu'il n'y a pas la cause. Ok, maintenant qu'on a compris ça, reprenons notre énoncé. On vous dit, pour obtenir une bonne note, il faut travailler dur. Donc, pour obtenir une bonne note, il faut travailler dur. Donc, la cause, c'est quoi? Attention, c'est pas bonne note égale travailler dur. Non, c'est l'inverse. La cause, c'est tu as travaillé dur, donc tu as eu une bonne note. Faites attention, le lien cause-conséquence, c'est pas forcément dans le sens de la lecture de la phrase. Il faut que vous compreniez bien le sens de la phrase. Or, là, on vous dit, pour obtenir une bonne note, il faut qu'à la base, à l'origine, tu aies bien travaillé. Donc, la cause, c'est ton bon travail. La conséquence, c'est une bonne note. Par contre, si tu n'as pas eu une bonne note, c'est sûr et certain qu'à la base, tu n'as pas travaillé dur. D'où la réponse D. Si tu n'as pas une bonne note, cela signifie qu'à la base, tu n'as pas travaillé dur. Ouais. Donc toujours, j'affirme dans un sens, je contredis dans l'autre. Je répète, j'affirme dans un sens, je contredis dans l'autre. Toujours, toujours comme ça. Et souciez-vous bien, de la signification de la phrase. Ne la prenez pas forcément dans la lecture de la phrase et basta. Donc toujours, j'affirme dans un sens, je contredis dans l'autre. Allez, on passe en condition minimale. Condition minimale qui était pareil, de niveau normal. C'est un bon entraînement. Alors, condition minimale, on avait E, E, A. Donc 10, c'était E. 11, c'était E. 12, c'était A. Alors, on avait E, E, A. Quel est ce code à 4 chiffres classé dans l'an 300? 1, 2, 3, 4. C'est la première chose que vous devez faire.
Information numéro 1 seule. Le produit des 3 premiers fait 10. Bah, j'ai 1, 2 et 5. 1 fois 2 fois 5, ça fait 10. Qu'en est-il concernant le dernier? Qu'en est-il concernant le dernier? Bah, je n'ai pas l'info, donc je ne peux pas trouver le code. Donc certes, la seule combinaison possible pour faire 10, c'est 1, 2, 5, mais je n'ai pas le dernier chiffre. Ensuite, le nombre formé par les deux derniers chiffres, donc le nombre formé par les deux derniers chiffres, est un nombre premier. Ça, il y a une infinité de solutions. Hein. Allez, ouais, on va mettre des plus grands. Je sais pas, 37 et 43. Ok. Deux solutions différentes, c'est pas bon. Si je prends en compte les deux informations ensemble, j'ai forcément 1, 2, 5. Ça peut être 3, c'est un nombre premier. 1, 2, 5, ça peut être 9. C'est un nombre premier. Deux solutions différentes, deux résultats différents. Réponse E. Donc il faut tâtonner, tester, tâtonner, tester, tâtonner, tester. Donc écrivez le plus possible vos solutions. Question 11. Question 11, encore une fois, la bonne réponse était la E. Donc, question 11, encore une fois, la bonne réponse était la E. M et N, donc question 11, la bonne réponse était la E. M et N sont des entiers. Est-ce que M sur N, est-ce que c'est pair? Hop. Donc M sur N est-elle pair? Ok. M est pair. Ok. Eh ben, imaginons qu'on fasse 10 divisé par 2. 10 divisé par 2, ça fait 5. Ok. Si je fais 20 divisé par 2, ça fait 10. Donc une fois le résultat il est pair, une fois il est impair. Donc une fois le résultat il est pair, une fois il est impair. Donc une fois le résultat il est pair, une fois il est impair. Donc ça va pas. Ça. Ensuite, n est pair. N est pair, donc le chiffre du bas, bah écoutez, on peut remettre la même chose. Hein. C'est pour ça qu'on va d'ailleurs aller sur E. Ça va pas ça. Une fois il est égal à 5, une fois il est égal à 10. Deux résultats différents. C'est pas bon. Et même si je prends en compte les deux informations ensemble, ce n'est pas bon. Parce que je vais réutiliser 10 et 2 et 20 et 2. Donc je vais réutiliser 10 et 2 et 20 et 2. Donc ça ne va pas le faire. Question 12. Question 12. La bonne réponse, on a dit que c'était la A. Quelle est l'aire de ce triangle équilatéral? Hop. Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il faut connaître l'aire, la formule du triangle équilatéral. C'est racine de 3 divisé par 4, c'est carré. Donc il faut absolument connaître l'aire d'un triangle équilatéral. Notez-le si vous ne le connaissez pas. Un triangle équilatéral, c'est racine de 3 divisé par 4, c'est carré. Ok. Donc pour rappel, à la 12, la bonne réponse c'était la A. On vous dit, sa hauteur est égale à 3. Et bien là encore, il y a une autre formule. Donc ça, c'est une première formule. Si jamais vous avez C, c'est parfait. Hop, on vous dit que sa hauteur est égale à 3. Donc ça, c'est la hauteur. La hauteur d'un triangle équilatéral, il faut le connaître par cœur. C'est racine de 3 divisé par 2 fois C. Donc la hauteur dans un triangle équilatéral, notez la formule. Donc on a vu l'aire d'un triangle équilatéral, racine de 3 divisé par 4, C carré. Et on a vu aussi la hauteur d'un triangle équilatéral, c'est racine de 3 divisé par 2 fois C. Donc racine de 3 divisé par 2 fois C. Donc, hop, voilà. Donc on a quoi ici? La hauteur est égale à 3. Bah, à partir du moment où la hauteur est égale à 3, on valide. Parce que ça nous fait 3 est égal à racine de 3 divisé par 2 fois C. Donc racine de 3 divisé par 2 fois C. Ce qui me permet en fait une équation, une inconnue, de trouver C. Une fois que j'ai C, je peux ensuite intégrer C ici dans l'air. Et je trouve un seul et unique résultat. Information numéro 2.
Chacun des angles est égal à 60 degrés. Bah ça ne m'avance à rien. Chacun des angles est égal à 60 degrés. Ça, on l'avait déjà dans l'énoncé, cette information. Parce que c'est un triangle équilatéral, donc c'est forcément déjà 60, 60, 60. Donc ça, en l'occurrence, ça ne m'avance à rien. Donc retenez bien ces deux formules, notez-les, il faut absolument les connaître par cœur. En effet, si on n'a pas les formules, c'est un peu galère. Donc apprenez bien tout ça, vous avez vraiment l'ensemble des formules dans le grand manuel du Taj-Mahal, connaissez-les bien par cœur, et normalement ça devrait le faire le jour J. Allez, on passe en expression. Donc on a 13, 14, 15. Donc on a 13, 14, 15. 13 c'est quoi? 13 c'est la C. 13 c'est la C. 14 A et 15 B. Hop. Alors la 13. Combien de fautes d'orthographe? Et en l'occurrence, il y en a deux. Oui, il y en a deux. Coûteux avec un accent circonflexe. Donc coûteux avec un accent circonflexe. Et ensuite, on a le goût. Donc on a coûteux. Et ensuite, on a le goût. Donc on a coûteux. Et ensuite, on a le goût. Deux fautes classiques. Je vous mets les trois fautes les plus fréquentes. La première faute la plus fréquente, ce sont les accents. Vous pouvez noter, comme on vient de le voir, la première faute d'orthographe la plus fréquente, ce sont les accents. La deuxième faute la plus fréquente, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les doubles consonnes. Donc les doubles consonnes, c'est 2 L, 2 P, 2 M, 2 N, tout ça. Et ensuite, donc les accents, double consonne. Et enfin, dernièrement, ce sont bien entendu les terminaisons en conjugaison. Donc les terminaisons en conjugaison. Est-ce que c'est du futur? Est-ce que c'est du conditionnel? Bref, tout ça, tout ça. Donc retenez bien, ce sont les trois fautes les plus fréquentes. Question 14. Question 14, on va procéder par élimination. Elle n'était pas simple celle-là. Elle était vraiment pas simple. Vous avez peut-être hésité avec la D ou alors la E. Alors, dans le jargon des scientifiques, on dit que la Méditerranée est un hotspot. Donc un hotspot, c'est qui se réchauffe plus vite, que le reste du monde, ça on garde. Hostile, non. Hostile, la B, je supprime. Dans sa totalité, je supprime. Inhabitable pour l'homme et le poisson, non, je supprime dans sa totalité. Qu'on appelle un point chaud, je garde. Plus chaud que la moyenne, non, pas vraiment. Là, je sais que vous avez peut-être hésité avec la E, mais là, normalement, on garde la A et la D. Les autres, on les supprime dans leur totalité. La B, la C et la E, on les supprime dans leur totalité. On garde la A et la D. Donc, ils se réchauffent plus vite que le reste de la planète. Ça, oui, qu'on appelle un point chaud. Oui, plus chaud que la moyenne, ça, on n'en sait rien. C'est pas parce que ça se réchauffe plus vite que forcément c'est plus chaud que la moyenne. Donc, vous gardez la A et la D. Et ensuite, dans la deuxième colonne de mots, la battle se fait entre la A et la D. Invivable, tout simplement, c'est beaucoup trop fort. Alors, vous allez me dire, un chaudron acide, c'est aussi très radical. En effet, là, quand je vois les réponses de la deuxième colonne, elles sont toutes plutôt radicales. Après, dans le texte, il y a écrit pour le dire encore plus clairement. Donc, étant donné qu'il y a écrit pour le dire encore plus clairement, c'est un peu comme si on avait l'autorisation de répondre beaucoup plus clairement à la chose. Donc, un chaudron acide, bien sûr, c'est une figure de style, hein, c'est une expression, c'est trop fort. Par contre, invivable, tout simplement, invivable, là, c'est plus une expression, c'est vraiment au sens propre qu'il faut le prendre. Ceux qui ont hésité avec la E, étant donné qu'on l'a, en fait, on n'avait pas la confirmation de cette information. Est-ce que c'est plus chaud que la moyenne? Ça ne correspond pas à la définition d'un hotspot. Et un des endroits les plus chauds de la planète, pareil. Donc certes, c'était un peu moins radical, mais nous, on a estimé que ça ne représentait pas la définition d'un hotspot. Mais c'était quand même assez difficile. Question 15, par contre, elle était beaucoup plus faisable. La bonne réponse ici, c'était la B.
limiter la casse, ça ne va pas, repartir à zéro, ça ne va pas. Même le jargon utilisé, on voit bien que protéger la biodiversité marine, ça correspond beaucoup plus. Donc là, il faut prendre en compte le vocabulaire. Allez, on passe en logique. Logique, j'espère que vous avez pris un max de points. Donc logique, j'espère vraiment que vous avez pris un max de points. En 16, on a A. En 17, on a B. En 18, on a C. Ok. Logique verticale. Alors, J, H, F. Regardez, hop. Logique verticale, on a moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. Donc, on a une diagonale. Moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. Donc, J, H, F, D, B. J, H, F, D, B. Moins 2, moins 2, moins 2. À l'horizontale. À l'horizontale, en l'occurrence, la somme est tout le temps égale à 19. Donc, à l'horizontale, en l'occurrence, la somme est tout le temps égale à 19. Et la bonne réponse, souvenez-vous, hein, vous cherchez la suite logique verticale, vous barrez les réponses qui ne correspondent pas, et ensuite vous cherchez la suite logique horizontale. Question 19. Enfin, somme des chiffres égale à 19. Donc pour la 16, la bonne réponse était la A. Question 17. Question 17, la bonne réponse était la B, comme vous le voyez. Logique verticale. Alors, qu'est-ce qu'on avait à la verticale? Regardez. Il faut le savoir, ça. 238, regardez le premier. 238, en fait, c'est 2 au cube qui est égal à 8. Donc, le chiffre du milieu, en fait, c'est la puissance. Donc, 238, c'est 2 au cube est égal à 8. 224, c'est 2 au carré. 224, c'est 2 au carré qui est égal à 4. On barre les réponses qui ne correspondent pas. Et à l'horizontale, on avait... Hop, à l'horizontale, on n'avait que des nombres premiers. Je répète, à l'horizontale, on n'avait que des nombres premiers. Question 18. Question 18, la bonne réponse était la C. Donc là, si je refais... Enfin non, je ne vais pas refaire les figures parce que ça prend un peu de temps, mais en l'occurrence, il fallait faire une base de données. Donc là, il fallait bien faire une base de données. C'est-à-dire qu'il fallait relier deux critères entre eux. Il fallait faire le nombre de côtés de chaque figure plus le chiffre qu'il y avait ou le nombre qu'il y avait à l'intérieur. Donc regardez, au début, on a 15 plus 3. 15 plus 3 est égal à 18. Ensuite, en l'occurrence, on avait 10 côtés plus 5 est égal à 15. Ensuite, une flèche, c'est toujours 7 côtés. Donc, retenez bien une flèche, c'est tout le temps 7 côtés. Ce qui fait 12. Donc, on a, en faisant la somme du nombre de côtés de la figure et du nombre à l'intérieur, on a 18, 15, 12. Il fallait absolument trouver une somme. Il fallait absolument trouver une somme qui fasse 9. Et on avait quoi? La somme, en l'occurrence, qui fait 9. On avait, par exemple, on avait la A et on avait la C. Donc, il nous restait la A et la C. Et deuxièmement, donc ça, c'est la première suite logique. Étant donné qu'il nous restait la A et la C, parce qu'il y en avait d'autres, et la E d'ailleurs, ça faisait 9 aussi, il fallait absolument avoir un multiple de 5 à l'intérieur. Donc à l'intérieur de notre figure, il fallait avoir un multiple de 5. Et en faisant ça, hop, hop, il ne nous reste plus que la C. Donc en faisant ça, il ne nous reste plus que la C. Donc faites toujours par élimination, tout le temps, tout le temps, tout le temps par élimination. Donc ça, c'est très important. Tout le temps, tout le temps, tout le temps par élimination. On trouve une première suite logique et ensuite on supprime les réponses qui sont fausses à coup sûr. Donc voilà concernant cet entraînement que l'on vient de faire. Là, on vient de faire 18 questions en 24 minutes en conditions réelles et on vient de les corriger. Donc si vous notez du coup ces 18 questions x 4, donc 36, 72 points. Donc vous êtes noté sur 72 points. Et ensuite, vous avez simplement à faire un produit en croix pour le mettre sur 600. Donc vous continuez à bien taffer.
Entraînez-vous bien en conditions réelles. Je vous souhaite bon courage pour votre tâche mâche que vous avez à passer peut-être dans les semaines ou dans les mois à venir. Et surtout, je vous dis à très bientôt. Allez, salut à tous et bon courage à vous. Salut.